Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les casses d'Idikolo nous parlent. La polémique suscitée par l'expropriation d'environ 70 familles à Balidouala reste d'actualité. Au-delà de l'émotion, elle pose un problème de transparence dans la gouvernance foncière, une problématique globale au Cameroun. C'est valable pour Douala, c'est valable pour d'autres grandes villes du Cameroun, où à intervalles réguliers, on vit ce type de problème. Avec le concours des invités de scène de presse ce soir, nous ouvrons la réflexion sur cette question en insistant sur la notion d'utilité publique qui parfois est avancée comme motif d'expropriation. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la pratique au regard de la loi au Cameroun? Qui en est bénéficiaire? Jusqu'où peut-on aller? Nous avons autour de cette table Roger Raoul Belibi, directeur des domaines au ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières. Bonsoir monsieur le directeur d'être là. Bonsoir Séverin Legambélé, bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. Tout à côté de moi, à ma gauche, Dr Mbembissou Blaise Antoine, spécialiste du droit foncier. Il est chargé de cours à l'université de Yaoundé 2. Bonsoir professeur. Bonsoir. Nous avons également Ismaël Boyoumou Mbolo qui est là. Merci d'être venu. Merci. Vous êtes promoteur du cabinet TSF, consul spécialisé en matière foncière. Et puis, il va nous rejoindre autour de cette table Armand Parfentia, international géostratège. Il va arriver. Il y a à côté de moi également Aboudi Otou. Bonsoir Aboudi. Bonsoir Séverin et bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. Journaliste économique, investi au Cameroun, Ecofin. Il est un habitué de cette plage de scène de presse. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Mesdames, Messieurs, merci d'être toujours au rendez-vous de cette scène de presse, cette édition de scène de presse. Nous allons commencer par ces images qui nous sont parvenues de Douala, et cela avec le concours de nos collègues de CRTV Littoral. On met ça dans les vertus. C'est ça, mon père. Oui. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ça va rien changer. Nous sommes confrontés à une situation de casse ici. Certes, on a été prévu depuis fort longtemps. On a été prévenu depuis, mais on ne savait pas exactement le jour. Et depuis nous sommes là, aujourd'hui on a été sinistrés. Mais qu'à cela ne tienne, nous restons debout. Parce que c'est le Cameroun, il faut rester debout. Il y a environ combien de familles qui sont touchées? Environ 65 familles qui ont été touchées. Et ça fait une très grande nostalgie pour nous. Et nous n'allons jamais oublier ça. Après avoir passé 40 ans de vie ici, là, c'est énorme. Vous reconnaissez à votre tort, c'est ça? Non, nous n'avons pas tort. C'est eux qui ont tort. Ils sont en train de voler nos terres. Ce n'est pas normal. Ma réaction est un peu indignante du point de vue social parce que, vous savez, une destruction comme celle-ci, c'est une mort. C'est-à-dire, là où les populations résident depuis plus d'un siècle, c'est une mort, vous le savez. Oui, les populations ont été prévenues, mais vous savez, nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun, ça veut dire que lorsque vous prévenez, on vous donne du temps d'attendre depuis l'ère des destructions. La casse, ça n'a jamais été une chose souhaitée, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle vraiment aujourd'hui nous sommes meurtris. Mais ce que je sais, c'est que le dossier est pendant. Le dossier est pendant depuis devant les tribunaux, depuis devant les juridictions. Est-ce que ces dons ont été dédommagés? En termes de dédommagement, vous savez que le dédommagement est une histoire de monnaie de zinc. C'est une histoire de derrière la chambre. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Bon, maintenant, les faits sont là. Et les faits sont clairs. Nous sommes cassés, nous sommes détruits. N'est-ce pas? Nous sommes à la belle étoile. N'est-ce pas? Tout ce que nous pouvons prier, nous pouvons simplement prier. Nous pouvons simplement prier et implorer la diligence et l'amour du chef de l'État, président Paul Biya, qui a toujours aimé les populations. Vraiment, de regarder ces larmes de ces enfants, de ces populations qui sont à la belle étoile.
Cette casse a fait très mal dans les cœurs des Bellois, de la population de Douala, du Cameroun et d'ailleurs. Puisque lorsqu'on voit ces images, c'est assez traumatisant. Et c'est un dossier qui date pratiquement depuis 2014. Les procédures ont été multiples, puisqu'il y avait plusieurs concertations. Alors il se trouve qu'une partie de cette population était au fait, n'est-ce pas, de ce que, de manière imminente, la casse allait se produire. Mais il fallait au préalable qu'ils touchent leur indemnisation. Et ça fait donc que beaucoup ayant touché ont libéré des maisons. Et lorsque la casse se passait, il n'y avait pas de gens dans les maisons. Donc, ceux qui n'avaient pas été présents et peut-être qui n'avaient pas été recensés, se sont effectivement trouvés choqués parce qu'on est arrivé à faire des bruits alors qu'ils n'avaient rien touché au départ. Voilà, le décor est planté, les scènes que nous venons de vivre. J'avoue que ces scènes-là portent l'émotion à son comble. À bout de tout, c'est un dimanche de la Pentecôte, c'est du pain béni pour la presse. Oui, bon, maintenant ça dépend comment on regarde la chose. Moi je suis un journaliste économique, donc je regarde la chose pas trop du point de vue émotionnel, je regarde davantage la chose du point de vue économique. Donc je vois voilà, des gens qui sont en difficulté parce qu'ils ont perdu leurs biens, leurs maisons ont été détruites. Maintenant, certains avouent qu'ils étaient informés. Alors, on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas pris les dispositions pour se mettre à l'abri à temps. Bon, on comprend aussi que d'autres contestent la procédure qui a conduit à l'expropriation. Et puis, on voit aussi que l'investisseur en difficulté, puisqu'il n'arrive pas à entrer en possession du terrain pour réaliser son investissement, et qu'il a pourtant dans le bail amphithéotique qu'il a signé avec l'État des contraintes en matière de délai. Si mes souvenirs sont exacts, le bail amphithéotique a été signé en août 2020 et l'investisseur avait 3 ans pour réaliser tel. À défaut de quoi le terrain devrait lui être retiré, quoi. Donc le temps court et voilà, ça nous rappelle les conséquences lorsqu'on ne fait pas les choses d'une certaine manière. C'est-à-dire l'État perd puisque lui voulait qu'un investissement se réalise, l'investisseur perd puisqu'il perd du temps, il n'arrive pas à réaliser son investissement. Or, le temps c'est de l'argent et puis les populations voilà, sont dans la rue. Et bon, bref, personne ne sort gagnant de la situation. Monsieur le directeur, il y a des non-dits dans cette affaire, hein. Beaucoup d'informations ont circulé. Jusque-là, il y a quand même des questions qui se posent. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'État? Quelle est l'information que vous avez? Merci, Séverin Legambélé, de me permettre de clarifier quelque peu certaines choses de cette situation on ne peut plus regrettable. Je voudrais d'abord dire ce qui n'est pas l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce n'est pas la spoliation des populations ou des communautés. Ce n'est pas le fait de prendre le terrain à certaines personnes, à une personne X, pour donner à une personne Y. Ce n'est pas le fait de vouloir rendre les populations sans abri. C'est quoi l'expropriation pour cause d'utilité publique? C'est le fait pour l'État, qui a la compétence exclusive en la matière, de déposséder une personne de sa propriété, de son droit de propriété, pour l'incorporer, soit dans son propre domaine, soit dans le domaine des autres personnes morales de droit public. Et cela dans le cadre des lois et règlements de la République, qui encadrent de façon rigide cette opération. Quels sont ces cadres?
c'est la loi numéro 85/09 du 4 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation et son décret d'application numéro 87/1872 du 16 décembre 1987 ainsi que tous les textes subséquents qui fixent les modalités d'évaluation des biens mis en cause. L'ordonnance de 74 n'intervient plus? L'ordonnance de 74 fixe le régime foncier et le régime domanial. D'accord. Et pour le cas précis de Douala, je s'imagine que vous qui faites partie, vous êtes dans ce domaine-là, vous avez été sur le terrain, vous avez certainement des contacts à ce niveau-là. Est-ce que la lecture est la même que celle que nous présente le directeur? Oui, il faut se dire que le directeur présente le volet purement théorique et officiel et réglementaire, n'est-ce pas, de la situation. Il a posé les jalons du cadre réglementaire sur lequel l'État se permet d'agir notamment pour pouvoir mobiliser les terrains d'assiette pour pouvoir réaliser, n'est-ce pas, les projets d'utilité publique. Sauf que à côté de cela, vous avez une population qui n'est pas toujours au fait de ces textes-là, qui ne les connaissent même pas, et qui piquent des informations ça et là, et se fie à ces informations pour poser des réclamations. Et là, je crois que le gros débat dans cette situation, c'est l'éducation de ces populations, l'information, l'accès aux sources d'information, à la bonne information, et bien évidemment l'implication des populations dans le processus d'indemnisation, d'expropriation. Parce que il faut se dire, je crois qu'on aura le temps d'évoluer là-dedans, le processus d'expropriation au Cameroun a quand même certains problèmes du point de vue réglementaire. La loi est quand même assez vieillissante et les populations ne sont pas suffisamment intégrées. Alors dans le fait de l'action, on a entendu beaucoup d'idées développées, des idées qui vont au-delà du cadre réglementaire, de la loi. On a parlé des persécutions de la communauté Sawa, de l'acharnement d'un promoteur privé qui tentait depuis 7 ans d'obtenir le terrain pour un projet d'hôtel de luxe. Après une analyse froide de ce qui s'est dit, docteur Mbem, est-ce qu'on est à côté de la réalité? Merci Séverin. Vous me permettrez, avant de rebondir sur la question que vous posez, d'apporter quelques clarifications relativement aux propos que vient de tenir monsieur le directeur des domaines. L'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas un fait, comme il a dit, c'est une procédure. Et procédure par laquelle l'État, qui est dépositaire de la puissance publique, dépossède les propriétaires de leurs biens immobiliers dans un souci d'intérêt général, dans un but d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Alors, parce que nous les juristes, nous sommes assez susceptibles avec les expressions, nous sommes accrochés au thème, il ne faudrait pas qu'ils soient manipulés avec une certaine attitude qui pourrait prêter à confusion. Bon, une fois que je l'ai dit, je reviens à la question que vous avez posée pour dire que l'acharnement contre une communauté, non. Le projet en question doit être logé dans un espace, dans un environnement qui, du point de vue géographique, est assez attractif. C'est la raison pour laquelle certainement le promoteur a posé son dévolu, a jeté son dévolu sur l'espace en question. Il faut quand même dire, pour essayer d'aller dans le sens de la question que vous posez et d'y rester collé, qu'on pourrait quand même penser que la communauté Sawa est dans un tourment foncier, parce que c'est pas la première fois. Dans la période allemande, on a connu des expropriations. Dans la période française, on a connu des expropriations. Il y a même encore eu des remous fonciers au sujet du site d'Ungondo, qui a connu également des
des problèmes en termes de délocalisation. Et là encore, nous avons une situation qui révèle que... On n'a pas oublié le cas de Yaoundé avec la Marzi en 2009, ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Bon oui, nous sommes d'accord avec vous, mais c'est juste que vous avez posé la question par rapport à la communauté Sawa. Bon, donc il y a quand même des précédents qui permettent d'établir que le peuple Sawa fait l'objet d'une tourmente foncière. Donc on peut le dire à première observation. Alors, oui. Je voulais dire quelque chose aussi concernant l'expropriation pour cause d'utilité publique. Parce que le directeur... J'avoue que c'était un gros terme. Hein. Il faut déjà nous dire ce que c'est. C'est-à-dire que dans votre langage, là, nous, on ne comprend pas très bien. C'est quoi expropriation pour cause d'utilité publique? Bon, enfin... Oui, tu vas revenir, vous allez revenir, peut-être que le directeur, dans l'entendement de l'administration, c'est quoi, ça renvoie à quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai tenu à commencer, pour dire ce que l'expropriation n'est pas, et dire ce qu'elle est. C'est le fait pour l'État, de façon unilatérale, de déposséder une personne de sa propriété, de son droit de propriété sur un espace donné. Et cela ne doit se faire que dans le cadre prévu par les lois et règlements de la République. Et pour le cas qui nous intéresse, cela a été fait? Pour le cas qui nous intéresse, la procédure a été observée. Partant de la déclaration d'utilité publique jusqu'au décret d'expropriation assorti de son décret d'indemnisation. Peut-être y a-t-il eu quelques omissions. Cela peut se régler dans un autre cadre. Et c'est prévu toujours par les lois et règlements de la République. Aboudoto. Oui, alors, parce que justement, le grand débat, c'est quelle est la finalité de l'expropriation pour cause d'utilité publique? Est-ce que la finalité, c'est l'incorporation du terrain dans le domaine privé, ou c'est l'affectation à la cause d'utilité publique? Parce que on doit débattre de cette problématique. Parce que qu'est-ce qui a été fait à Douala? C'est que l'État a incorporé dans le domaine privé, il a exproprié des gens pour incorporer dans le domaine privé, et il a commencé à faire des transactions. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, puisqu'il a signé un bail amphithéotique. Il a commencé à faire des transactions sur un terrain qu'il a exproprié et incorporé au domaine privé. Est-ce qu'on est toujours là dans le cadre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique? La parole est à vous, oui, allez-y. Oui, effectivement, c'est une question pertinente. Est-ce que la construction des projets des hôtels est un projet d'intérêt, d'utilité publique ou d'intérêt public? Oui, répond le gouvernement. Parce que la zone en question, dans le plan directeur d'urbanisme de la ville de Douala, cette zone est prévue pour la construction des hôtels. Ça veut dire que ce n'est pas ex nihilo que le gouvernement s'est dit on va exproprier, ou bien à la demande. Qu'est-ce qu'on a fait des populations qui étaient là? Est-ce que ces populations sont informées de ces dispositions, de ce plan directeur, qu'il fallait un jour partir? Il y a des gens qui vous disent nous sommes nés là, ça fait 40 ans. Et un jour on vient nous demander de partir. Justement, ce qui est légitime pour ces populations. Mais elles ne diront jamais qu'elles n'ont pas été informées. Déjà, le thème qui nous rassemble ici parle de la déclaration d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique n'est pas détachable de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Parce que la déclaration d'utilité publique est le départ, le déclenchement de la procédure. Et c'est à votre niveau? C'est au niveau du ministère des Domaines, du cadastre des affaires foncières. C'est vrai, je crois que ma question concernait la procédure d'abord. Parce que la procédure ici incorpore, exproprie pour incorporer dans le domaine privé et non pour affecter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incorpore. Parce que un bail amphithéotique, c'est quoi? Dès 2023, si
l'investisseur qui a bénéficié du bail amphithéotique ne réalise pas son investissement comme prévoit son bail amphithéotique, le terrain peut lui être enlevé, rester dans le domaine privé et servir à d'autres types de transactions. Peut-être même être affecté à un particulier. Alors oui, merci Séverin. Je pense quand même qu'il est important d'apporter quelques clarifications d'ordre théorique pour que le débat soit recadré. Oui, monsieur le directeur des domaines a dit que la procédure d'expropriation commence par l'arrêté de déclaration d'utilité publique. Je ne pense pas. La procédure d'expropriation commence par la demande qui est faite par l'organisme bénéficiaire de l'expropriation. Parce que l'expropriation est demandée soit par l'État, soit par les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics, les sociétés d'État, les concessionnaires de services publics. Alors, dire que la procédure commence par la DUP, la déclaration d'utilité publique qui possède un arrêté, ce serait un peu oublié qu'un peu plus haut, bien évidemment, l'organisme qui sollicite l'espace sur lequel il désire loger son projet est fondé à saisir justement le ministre des Domaines qui juge, parce que la loi le dit clairement, c'est lui qui juge du caractère d'utilité publique, bien évidemment. Et quand il a estimé que les travaux sont d'utilité publique, il prend donc la déclaration d'utilité publique. Donc c'est important. Et si on parvient à dire les choses telles qu'elles le sont actuellement, on pourra comprendre in fine qui est réellement le destinataire de la parcelle de terrain en question. Parce que il faudrait que le directeur de domaine nous dise bien évidemment effectivement qui a déclenché la procédure pour qu'on puisse voir in fine à qui profite actuellement le décret d'expropriation pour cause d'utilité publique. Merci. Je crois que professeur, nous disons la même chose, sauf que je n'ai pas voulu commencer par les préliminaires. Parce que s'il n'y a pas d'arrêté de déclaration d'utilité publique, la procédure ne continue pas. Donc, ces préliminaires-là, oui, on les connaît tous, mais c'est l'arrêté déclarant d'utilité publique, les travaux envisagés, qui déclenche la procédure, je le répète et je le réaffirme. Ce n'est pas la demande. Vous-même, vous l'avez si bien dit, c'est le ministre des Domaines qui juge. Et c'est quand il a jugé opportun de prendre cet arrêté que tout est déclenché, quand il a pris l'arrêté. Tant qu'il ne l'a pas pris, il n'y a pas de déclenchement de procédure. Je crois que nous sommes d'accord là-dessus. Cela étant dit, qui a demandé l'arrêté? C'est le gouvernement. Parce qu'il y a eu une demande du gouvernement qui est partie du ministère des Domaines, où une directive a demandé au ministre des Domaines d'engager la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pour la construction des hôtels, des grands hôtels à Douala. Si vous voyez l'intitulé du décret, c'est pour la construction des projets hôteliers. Ce n'est pas pour autre chose. Cela... De l'avis des populations, il s'agit d'un argument, d'un motif déguisé pour prendre le terrain, donné à un particulier. Non, c'est pas donné. Ça aurait pu être... Mais vous êtes au courant de cette information? Oui, voilà. Je vous ai dit, les populations ne maîtrisant pas les lois sont libres de penser. Mais là où nous sommes donc en train de leur expliquer comment les choses se passent. C'est une expropriation pour la construction des projets, pour les projets hôteliers. Prenez le décret et vous le verrez. Donc ça peut ne pas être lui, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut même être le gouvernement lui-même. Donc on a signé ce bail. La procédure a été vraiment respectée. Vous partagez cette opinion, procédure respectée, mais les populations se plaignent? Oui, je partage cette opinion pour la simple raison que la notion, l'État exerce ses prérogatives de puissance publique ici. Et de ce point de vue, quand il imagine, il juge, vous avez vu le ministre des Domaines juge de son propre chef, de l'opportunité de
déclaration d'utilité publique d'un projet qui passe par initiative d'un ministère ou bien de son propre chef, ou alors des établissements publics, des concessionnaires du service public et autres. Donc, il exerce son caractère de puissance publique et il n'a pas de compte à rendre. Voilà le vrai problème. On a l'impression qu'on peut mettre, je sais de manière exclusive, l'État exerce la puissance dans ce projet parce qu'il a des objectifs à atteindre. Maintenant, ces objectifs sont diversement compris en fonction de la situation où on se trouve. Voilà pourquoi je disais d'antan qu'il sera très difficile de juger l'action de l'État, n'est-ce pas, quand il s'engage à le faire. Parce qu'il n'y a pas, vous voyez que c'est inscrit dans notre Constitution, que le droit de propriété est inviolable. Le droit de propriété est particulièrement inviolable, mais il est limité par les questions d'expropriation de constitution publique. Alors, je crois qu'on ne peut pas dire que l'État n'a pas de compte à rendre. Parce que si les populations qui sont concernées par le site estiment contexte la procédure, la cause d'utilité publique, ils peuvent saisir le juge administratif. Et donc on ne peut pas dire que l'État n'a pas de compte à rendre comme si il avait tous les pouvoirs. C'est pas vrai. Le juge administratif a aussi la prérogative d'apprécier si les motivations de l'acte administratif qui ont été posées sont justifiées. Alors, moi j'avais une autre préoccupation, ayant déjà dit exactement ce que c'est que l'expropriation pour cause d'utilité publique. Est-ce qu'on ne tient pas en compte dans cette, il y a la loi bien sûr, il y a le droit bien sûr, mais quand ça peut créer des tensions comme on a vu là, il faut faire attention. Est-ce que on ne tient pas compte par exemple de la protection des minorités dans ce cadre-là? Les Sawa disent qu'ils sont mal dans leur peau, on ne peut pas laisser ça passer quand même. Est-ce qu'il n'y a pas une passerelle qui permet de régler ce type de problème, même si l'arrêté de déclaration est déjà là, l'État est déjà engagé, est-ce que l'État ne peut pas faire marche arrière? Je pose la question comme ça. C'est une question de traitement social de l'opération d'expropriation pour cause d'utilité publique. Oui, ça c'est au niveau des politiques où on peut trouver quelques solutions. Il y a eu du recasement par exemple qui peut être envisagé. C'est la raison pour laquelle le gouverneur de la région du littoral a dit, il a mis sur pied une commission ad hoc qui va réfléchir à tout ça et le gouvernement pourra bien décider. Mais, comme je l'ai dit, le gouvernement n'est pas là pour déloger les collectivités, pour mettre les peuples en dehors de leur giron familial. Mais tout cela se passe dans le cadre de la loi et ces populations-là ne peuvent pas dire qu'elles n'ont pas été associées à l'opération parce qu'il y a eu une sensibilisation. Et vous l'avez d'ailleurs entendu, certaines ont reçu de l'argent, ont perçu, d'autres ne sont pas allées percevoir. Ça veut dire qu'elles étaient au courant, elles ont été sensibilisées. Peut-être parce qu'ils estiment que l'indemnisation n'est pas juste. Vous avez parlé d'une indemnisation préalable et juste. Voilà, en effet, c'est ce que peut-être que... Effectivement, vous savez, il est difficile dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, malgré ce que la loi prévoit en termes d'indemnité, qui tient compte de la valeur des terrains, des mises en valeur et consorts, il est difficile de restituer à un propriétaire ce qu'il a perdu. Alors, le principe indemnité a été retenu par la loi, mais il n'y a pas que ça. La loi prévoit également la possibilité d'une compensation en nature. La loi de 85 le prévoit. Compensation en nature dans le sens où on pourrait affecter des terres dans la même commune aux collectivités qui ont été expropriées. Ça, c'est dans le cadre du principe indemnité en nature et non pas cette fois-là en espèces. Il faut dire quand même que la terre a une charge symbolique. Elle a une charge symbolique très importante
la terre a ce site particulier que le lien affectif qu'on a à elle est souvent difficile à déconstruire. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez comprendre que devant une somme d'argent, même parfois faramineuse, on puisse refuser de partir. Ça s'explique. Mais maintenant, vous avez utilisé, permettez-moi, des concepts qui sont difficilement manipulables en droit. Vous avez parlé des minorités. La Constitution évoque la protection des autochtones et des minorités, mais elle ne définit pas ce qu'elle entend par autochtone, ce qu'elle entend par minorité. Ce sont des concepts qui sont aisément manipulables en droit international. Mais quand on revient dans le juridique interne, il devient difficile, bien évidemment, de dire avec exactitude qu'une communauté est minorité ou autochtone. Ça pose parfois des problèmes de compréhension. Mais toujours est-il que la communauté savoir, comme j'ai dit tout à l'heure d'entrée d'émission, donne l'impression qu'elle est toujours dans les tourmentes foncières qui ont commencé depuis l'époque coloniale. Je voudrais rebondir par rapport à cette question parce que pour moi, je pense que le vrai problème, c'est premièrement le cadre réglementaire, la loi. Parce que cette loi n'est plus adaptée aux réalités actuelles. La loi, notamment le décret du Premier ministre de 2003, qui cite qui fixe les barèmes d'indemnisation, est dépassé et ne tient plus compte de la réalité économique actuelle. La participation de ceux qui sont expropriés au moment de l'enquête préliminaire, c'est-à-dire la commission consultative d'enquête qui vient relever les informations, faire, n'est-ce pas, l'inventaire des biens qui seront détruits et ramener tout ce rapport auprès du ministre, intègre seulement cela au niveau préliminaire. Mais quand il fixe les prix, les populations ne sont pas là. Et ça, c'est un gros problème. Il y a le fait que je ne veux pas dédire, de même pas de dire ici, certains agents de l'État, on le sait, se sont retrouvés coupables d'un certain nombre de malversations pendant, n'est-ce pas, ces opérations-là, soit en substituant des noms dans les listes de ceux qui devaient être des bénéficiaires alors qu'ils ne font pas partie de cela, soit alors en augmentant les montants pour qu'il y ait des comptes partis. Je crois qu'à ce niveau, il y a eu un certain nombre d'informations qui me reviennent. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'était premièrement de revoir la réglementation à ce niveau. Il y a une réforme foncière en cours, non? Oui. Ça date quand même. Elle date parce que justement la question foncière est très sensible, comme le monsieur vient de le dire, elle est très sensible et puis il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Mais toujours est-il que l'État est en train de capitaliser toutes les contributions, toutes les préoccupations liées à cette problématique foncière domaniale et notamment en ce qui concerne l'expropriation pour cause d'utilité publique, où la révision des textes en la matière a été instruite par le gouvernement et les réflexions sont en cours. Oui, c'est vrai. Merci pour l'opportunité, une fois de plus. La conception que j'ai en tant qu'enseignant, en tant qu'expert des questions foncières est la suivante. Le gouvernement a, dans le cadre d'un projet hôtelier, demandé au ministère des Domaines de lui trouver des terres. Vraiment, nous allons parler terre à terre. De lui trouver des terres. Et il apparaît in fine que ce n'est pas au gouvernement qu'il reviendra de réaliser le projet, mais un opérateur privé. Alors, d'un point de vue procédural, ce qui s'est passé est que le gouvernement a exproprié, et nous savons tous que lorsque le décret d'expropriation intervient, il opère non pas incorporation, parce que là encore il faut maîtriser les expressions, non pas incorporation, mais mutation du titre foncier ou des titres fonciers au profit de l'État. C'est une mutation.
la mutation s'opère chez le conservateur foncier. Alors, dans le texte d'expropriation, le terme incorporation est beaucoup utilisé. L'incorporation est une technique qui est utilisée dans le cadre des mutations domaniales, donc les mouvements de masse qui concernent le domaine privé, le domaine public, le domaine national. Alors, une fois que l'État est arrivé au bout de la procédure, nous supposons que la commission de constat et d'évaluation a fait son travail et que la procédure, bien évidemment, a été menée comme cela se devait, puisque nous sommes parvenus à des indemnisations. L'État, qui est donc désormais propriétaire du site, va par la suite concéder un bail amphithéotique à un tiers. Et c'est ce tiers qui sera investi du droit de réaliser le projet sur l'immeuble en question. Alors moi je dois quand même dire que d'un point de vue juridique, c'est assez atypique. Parce qu'honnêtement, il faut dire que l'expropriation qui est demandée par l'État suppose que l'État lui-même réalise le projet. Alors si l'État ne réalise pas le projet lui-même et que par la suite il concède un bail amphithéotique à un tiers pour réaliser le projet, moi je pense en tant que juriste, à mon avis, c'est pour cela que la population parlait d'un motif déguisé. Oui, justement, j'en viens. Visant à donner satisfaction à un tiers. Voilà, j'ai posé la question tout à l'heure. Ça fait un décalage, c'est vrai, ça fait un décalage entre le décret d'expropriation et la réalisation du projet. Alors, nous, en droit foncier, on qualifie ça des techniques de détournement d'espace. Oui, détournement d'espace dans la mesure où, en réalité, l'État utilise sa puissance, vous me permettez l'expression, pour servir les intérêts d'un opérateur privé. Et cet opérateur privé qui bénéficie d'un contrat de bail amphithéotique doit lui-même savoir que demain ou après-demain, il pourrait être exproprié, parce que l'expropriation pour cause d'utilité publique n'affecte pas seulement la propriété privée, elle affecte également les droits de restitution d'hypothèque comme le droit d'amphithéose. Oui. Oui, bon, je voudrais d'abord essayer de recadrer certaines choses. On parle bien d'incorporation au domaine privé de l'État et non pas de mutation. C'est une procédure qui est bien définie par la loi de 85 et par le décret de 87. Nous avons dans cet espace des terrains relevant du domaine national et des terrains relevant un seul titre foncier qui a été identifié par rapport au cas présent, qui est une propriété privée. On parle bien d'incorporation, expropriation et incorporation au domaine privé de l'État. Ça, c'est consacré. Ça ne se discute pas. Cela étant dit, l'État a un projet. Il veut bâtir des hôtels à un endroit précis. Donc, vous voulez dire qu'il doit forcément, pour que ça ait une utilité publique, il doit forcément construire lui-même. Il ne peut pas faire de concessions, pas de partenariat public-privé, il n'y a pas de ceci. Le monde évolue. Les techniques de mise, d'exécution des projets évoluent également. Si nous voulons rester enfermés dans un carcan juridique, on ne progresse pas. Alors, le ministère du Domaine et des Affaires foncières est chargé, entre autres, de l'acquisition et de l'expropriation des biens immobiliers au profit de l'État et d'autres personnes morales de droit public. Ça, on le dit. Collectivité territoriale. Il est chargé aussi de la constitution des réserves foncières. On n'en parle pas beaucoup. Justement, vous venez vraiment pour illustrer ce qui se passe. Que sont devenues les réserves foncières dans les grandes villes? Parce que nous avons ce problème à Douala et à Yaoundé. Est-ce que l'État ne peut pas utiliser ces réserves foncières pour éviter ces clashs? Non. L'État, les réserves foncières constituées ont servi peut-être par exemple aux logements sociaux. Vous voyez Madame le Mindu qui donne les clés à gauche, à droite, devant. C'est sur ces terrains, sur ces réserves foncières qui ont été constituées par l'État. Donc il y a plusieurs usages à ces terrains-là. Elles se poursuivent. Le processus est en cours. Il se poursuit. Et quand vous l'avez dit, nous illustrons ce qui se passe à Dikolo. L'État exproprie pour constituer des réserves afin de lever la contrainte foncière dans la mise en œuvre des projets. C'est pour lever la contrainte foncière parce que généralement, un projet là, le temps de chercher le terrain, on passe 2 ans. Et le promoteur, l'investisseur peut aller voir ailleurs. Il peut aller regarder ailleurs parce que chez vous là, trouver le terrain, c'est la chose la plus difficile. C'est la raison pour laquelle ce projet de constitution de réserve foncière a été lancé par le gouvernement.
Et ma foi, nous sommes déjà près d'1 million. Que ce soit pour les logements sociaux, pour les lotissements domaniaux, ça c'est pour essayer de régler la question du logement, soit en construisant, soit en favorisant l'autoconstruction. Et maintenant pour l'agro-industrie, les grandes superficies. Donc, il faudrait donc que ce soit l'État qui fasse tout ça. Si je m'en tiens à votre logique, c'est l'État qui devait faire l'agriculture de seconde génération, les logements sociaux, les lotissements, tout, il doit le faire. Non. C'est qu'il y a des méthodes modernes maintenant pour le partenariat public-privé. Et l'État joue son rôle de facilitateur. Et vous savez bien que c'est son rôle à lui, faciliter que non seulement les populations, que les investisseurs se retrouvent dans cet espace, dans notre espace économique et social. Mais c'est vrai. On voit très bien que cette stratégie de constituer des réserves foncières est un peu problématique. Même pas un peu, elle est très problématique puisqu'elle est contestée par les populations. On sait ce qui s'est passé dans le sud lorsqu'on a voulu réaliser une conservation foncière pour l'attribuer ensuite à un opérateur économique qui voulait cultiver, je crois, du cacao pour son usine située en Cotin. On a bien vu que les populations se sont soulevées. Donc, plutôt que d'essayer de faire des réserves, moi je pense qu'il vaut mieux réformer la loi. En fait, le cadre juridique global, parce que le cadre juridique global a une philosophie coloniale, c'est-à-dire que quand le colon arrivait ici, il avait pour objectif de s'accaparer la terre qu'il considérait comme un bien. Et donc, il a conçu des textes qui lui donnaient la puissance de s'accaparer de ces biens. Et l'État a copié tout son arsenal juridique sur les mêmes textes. Ce qui fait que dans mon village, alors que mon arrière-grand-père sait que quand il meurt, il lègue le terrain à son fils qui va léguer à son petit-fils, lui ne sait pas que le terrain ne lui appartient pas. Il ne sait pas que ce terrain-là soit dans le domaine national, soit dans le domaine public. Il ne sait pas que ça ne lui appartient pas. Et donc il vaut mieux un cadre juridique qui est en phase avec les valeurs qui sont les nôtres. Il faut bien rappeler que l'expropriation, en ce qui concerne les terres nues, concerne uniquement les terrains qui sont titrés. On ne prend pas en considération les terrains non titrés qui font partie du domaine national, véritablement, parce que font pas l'objet. Je suis d'accord, j'ai élargi la problématique, hein. Je ne suis pas resté sur l'expropriation. Non, c'est clair. Juste pour ajouter à ce que vous dites, c'est le débat que j'essaie de faire depuis, pour dire que le directeur l'a bien planté au départ. Il n'est pas question de se livrer en bataille avec les populations. Le gouvernement n'a pas cet intérêt à venir prendre les terres des populations pour les dépouiller de leurs droits de propriété. Au contraire, ces populations doivent véritablement participer au développement harmonieux de notre pays. C'est une question qui va faire l'objet de beaucoup de débats, surtout dans les grandes villes, là où il y a un attrait économique, là où il y a une certaine pression foncière. La ville de Douala, de Yaoundé, de Kribi, et ainsi de suite, vont certainement connaître ce genre de problème parce qu'on est appelé à se développer, on est appelé à améliorer nos infrastructures. Et avec la décentralisation, on parlera davantage d'expropriation aux collectivités. Oui. Voilà. Et bienvenue les problèmes. Voilà. Donc pour moi, il faut passer inexorablement, certainement comme le directeur l'a dit, c'est en cours, par ce changement de texte, mais aussi par l'éducation de la population. La population n'est pas suffisamment édifiée. Il faut aussi prendre en compte le niveau de vie des populations. Pour que les expropriations puissent, parce que dans le cas du Cameroun, c'est soit une expropriation en nature ou alors en argent. C'est pas les deux à la fois. Et ça, c'est un problème. Alors, quelqu'un qui est constitué sur un terrain pendant 30 ans, 40 ans, où on lui dit, ok, on va te donner un peu d'argent, tu vas reconstruire, il n'a plus les mêmes forces qu'il avait il y a cela 40 ans pour bâtir sa maison. Donc, il est fatigué. Il faudrait peut-être, je vais utiliser un mot comme ça, copier ce que la Banque africaine de développement, les institutions internationales comme la Société financière internationale, la Banque mondiale, promeut dans le fait de restituer ceux qui sont victimes de ces expropriations dans la situation du statu quo ante, c'est-à-dire en leur donnant non seulement des terres, mais aussi en les accompagnant dans la reprise
de leur activité économique. Je rebondis là-dessus sur la base de deux affaires qui étaient très médiatisées par le passé. Le secrétaire général de la présidence de la République recommandait au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat de l'époque d'examiner au cas par cas les modalités de repossession des terrains non utilisés aux anciens propriétaires ainsi qu'aux victimes non indemnisées pour les terres affectées à des projets finalement abandonnés. Est-ce que cette procédure-là est possible? Parce que ça aussi, on le voit, on voit là ensemble, là on a demandé aux gens de partir là, ils sont partis, ils sont revenus, ils s'installent, ils construisent, et tout cela se fait au vu de tout le monde. Est-ce que ça ne crée pas un problème? Est-ce qu'il faut absolument revoir le texte pour que des situations comme celle-là, on puisse les éviter? Bon, disons que si nous appliquons déjà ce texte tel qu'il faut, on aura moins de problèmes. Mais il y a lieu à ajuster au vu de l'évolution des temps et des situations. Vous avez vu, chaque fois qu'il y a peut-être recasement, si c'est dans une ville, ces populations-là revendent les terres. Lorsqu'il y a expropriation, si vous essayez de dire, ok, on va vous recaser, on vous dit, donnez-nous notre argent. Donc, les populations, dans leur immense majorité, sont réfractaires à l'indemnisation en nature. Ils préfèrent palper les biens. Ça, c'est bien. En ce qui concerne peut-être le cas d'Ikolo, je vais dire que ce n'est pas le seul cas. Les projets hôteliers, d'abord le cas de Yaoundé, Hôtel du Lac, l'État s'est exproprié pour construire, pour qu'on construise, pour qu'un particulier construise un hôtel. Il y a même des hautes personnalités dans la zone qui ont été expropriées parce qu'elles étaient des propriétaires. Donc c'est pour dire que ce n'est pas spécifiquement pour un peuple ou une collectivité. Vous savez le cas de l'hypermarché Carrefour. L'État a exproprié pour que cet opérateur puisse édifier ce supermarché qui est d'intérêt public. Que nous ne voulions pas ici sur le plateau, il est d'intérêt public. Donc pour dire qu'il y a des exemples, ce n'est pas simplement un cas, nous ne focalisons pas sur un cas, c'est ce qui a coutume de se faire. Et puis, dans ce cas-là, il y a eu une polémique, peut-être que Séverin Alexandre n'a pas encore soulevé, c'est qu'on a confondu des sites. Un titre foncier qui se retrouverait du côté d'Edo. Et c'est autour de ce titre foncier que nous avons bâti, nous avons détourné, enfin dit nous, le gouvernement a détourné le lieu pressenti pour Dikolo. Comment? Le titre foncier 750 Vouri est bel et bien situé dans le site. Mais la difficulté, la confusion pourrait naître de ce qu'il y a deux titres fonciers 750. Donc, au vu de l'éclatement des conservations foncières, le titre foncier visé par le décret a été établi en 1973 sur une superficie. Alors, je ne voulais pas ouvrir ce débat sur les titres fonciers, ça c'est... Oui, si on commence là, c'était pour on peut se retrouver ailleurs. Donc, il vaut mieux laisser l'affaire des titres fonciers. Okay. Pour ça, on va sortir bientôt de ces sujets-là. Parce que nous sommes dans une dynamique au développement local. On risque d'avoir ce type de problème très régulièrement dans les jours à venir. La solution, c'est quoi? Il faut absolument attendre qu'on réforme les textes. Il faut une information du public. Il faut commencer par quoi? Parce que là, il a fallu que vous donniez ces informations-là pour que les gens puissent comprendre. Mais dans l'imagerie populaire, c'est que l'État allait prendre le terrain des gens et puis a fait sur cela. Il faut cette information du public. En même temps, il faut les textes. Oui. Séverin, tu me permettras, s'il te plaît, que je revienne sur quelques aspects. Le directeur de domaine a parlé d'un décret qui porte incorporation et expropriation. Je pense quand même que pour l'élégance du style, il aurait été préférable qu'on prie sur la question de décret. Parce que l'incorporation, c'est une procédure à part, l'expropriation, c'est une procédure à part. C'est quand on mélange tout dans un seul texte, ça perd le juriste en conjecture.
C'est pour ça tout à l'heure que je n'arrive pas à comprendre comment on peut exproprier et puis on incorpore. Parce que là, du point de vue technique, c'est des choses qui ne se font pas. Et là, maintenant, vous comprenez? Bon, là, je comprends que le gouvernement a fondé dans un seul texte, bien évidemment, 2 procédures. Bon, et qui conduisent quand même à la même finalité. Alors, sur la question des réserves foncières, vous avez posé le plan de décor tout à l'heure en convoquant une sorte de gouvernance foncière. Je pense que l'État du Cameroun doit cesser de faire de la navigation à vue. Il est important pour un pays sérieux comme le nôtre de penser l'espace un peu en avant. Quand je dis penser l'espace en avant, c'est prévoir effectivement des possibilités pour les investisseurs, pour les nationaux, donc investisseurs nationaux comme étrangers, de pouvoir avoir accès à des portions de terre sans toutefois qu'on ne soit obligé de faire recours à la contrainte. Mais on l'a fait avec Maxi et on voit ce que c'est. Nous sommes aussi dans une logique d'incivisme, c'est-à-dire qu'on sait que ce terrain ne nous appartient pas. Oui. Il a été déclaré d'utilité publique, mais on va, et parfois c'est des personnes insoupçonnées qui vont acheter ce terrain pour créer des problèmes après. Il y a aussi ce problème. Oui, mais c'est vrai, la loi, le code de l'urbanisme est assez clair. Le code de l'urbanisme pose le cadre qui permet à l'État de se déployer du point de vue de l'investissement foncier, parfois sans toutefois venir à la contrainte publique comme c'est le cas actuellement. Donc si on fait, à mon avis, une gouvernance par anticipation, une gouvernance bien conduite, en respectant les plans directeurs d'urbanisme, en respectant la politique urbanistique de manière générale, on aura des situations qui permettront bien évidemment à l'État de mettre à disposition des investisseurs des terres de manière plus ou moins facile. Bon, tout à l'heure vous avez posé la question de, en fait vous avez voulu qu'on sorte, la décentralisation arrive, la décentralisation est là autant pour moi. Les projets vont de plus en plus être posés sur la table du gouvernement. Alors, droit de rétrocession dans des conditions comme celle-ci, le droit camerounais n'envisage pas encore la possibilité. La loi de 85 ne parle pas de rétrocession, le décret de 87 ne parle non plus de rétrocession. Lorsque la puissance publique vous exproprie et qu'elle n'utilise même pas le site, l'expropriation n'a pas le droit de revenir. Voilà. Depuis un arrêt de la Chambre administrative de la Cour suprême, affaire État du Cameroun contre Maïtu. Donc la décision a été posée, vous ne pouvez pas. Dès que le décret est pris, il faut partir. Si vous ne partez pas, vous assistez à ce qui a eu lieu à Douala en entrée d'émission. Mais dans la pratique, on observe, monsieur le directeur, qu'il y a, n'est-ce pas, des décrets de rétrocession qui sont attribués à des citoyens qui en font la demande, par des procédures qui sont bien connues, et qui reçoivent. Je crois que le problème de la gouvernance foncière se pose avec acuité. Parce que je ne veux pas dédire M. Séverin sur la question de la responsabilité des usagers, aussi bien des fonctionnaires, des hautes personnalités, qui jouent de leurs relations pour pouvoir défier souvent l'autorité de l'État sur certains sites. Il y en a qui sont au-dessus de la loi, qui vraiment restent sur les sites et ne quittent pas parce qu'ils font jouer leur relationnel. Voilà, donc ça c'est un fait. Je rappelle quand même, on a parcouru un document, un livre écrit par le professeur Joseph Oona. Il dit là-dedans, l'arrêté de déclaration d'utilité publique est suspensif de toute transaction, de toute mise en valeur et de toute délivrance de permis de construire. Mais très souvent, on a ces documents qui sont en circulation sur Biéteur. Il y en a qui vont revendre même ces terrains. Et qui obtiennent des titres fonciers. Des titres fonciers. Comment bon, je ne voulais pas qu'on parle des titres fonciers, mais quand même, le problème se pose. Naturellement, vous reprenez un article du décret de 1987 qui, effectivement, parlant de la déclaration d'utilité publique et à l'arrêt de toute transaction, de délivrant des permis de bâtir et ce que je dirais, et puis des mises en valeur, on arrête les mises en valeur. Tout cela, c'est pourquoi? C'est pour permettre à la commission de constat et évaluation de faire un travail qui est suffisamment arrêté pour
qu'il n'y ait pas des évolutions, qu'on ne vienne pas construire ici et maintenant de façon rapide pour que la cagnotte indemnitaire soit la plus conséquente possible. Et maintenant, cela ne devrait pas arriver. Mais il peut arriver, comme partout il y a des brebis galeuses, il peut arriver, mais de façon générale, même pour faire déjà le dossier technique, vous ne pouvez pas faire parce qu'on vous brandira toujours la DIP. Nous vous recommandons donc le livre du professeur Joseph Ouna, c'est de manualité publique et expropriation pour cause d'utilité publique au Cameroun. Il a été publié aux éditions La Matin en 2012, mais c'est un livre qui est d'actualité. Il traite justement de la question dont on parle aujourd'hui. Ce serait important de le lire. Merci pour cette première partie du programme. Monsieur le directeur, on va vous dire au revoir. Merci de nous avoir apporté ces éclairages-là. Le temps de prendre les autres faits de l'actualité traités par la presse, et c'est Laetitia Onana qui nous conduit. Le Hajj 2022 a encore fait couler beaucoup d'encre cette semaine dans la presse. Face à l'augmentation du prix qui fâche les pèlerins selon l'œil du Sahel, Paul Biya accorde une subvention d'appoint d'1 milliard de francs CFA, précise Cameroun Tribune, tout en évoquant un beau geste du président de la République. Le même chef d'État multiplie des délicates attentions sur d'autres fronts. Selon Réalité Plus, Victor Atangana a été fait chevalier de l'ordre de la valeur au même titre que le député Donald Malamba Essembe, d'après la vitrine du Parlement honorable. À la une des journaux, il y a également eu cette concertation relative à l'assainissement du fichier solde et des personnels de l'État. Réalité Plus souligne à cet effet que Joseph Lee a demandé au comité de suivi l'intensification de l'opération. Une exhortation du ministre de la fonction publique au moment où Émergence tire la sonnette d'alarme en annonçant que la variole du singe a débarqué au Cameroun. En dehors de ce problème de santé, le pays est aussi confronté à ces prix de la visite technique automobile qui explosent d'après Émergence, alors que Mutation précise que depuis le 1er juin, les nouveaux coûts pratiqués suscitent ici et là des grincements de dents. Heureusement que chez la sénatrice Régine Amundi, joie et soulagement prévalent. Avec ce happy end, titre le quotidien national, pour signifier la victoire de la synergie armée-nation ayant conduit à sa libération après un mois de captivité. La revue de presse était sur la scène. La suite de Laetitia Onana et le temps d'accueillir Armand Parfait Ntia qui est avec nous, internationaliste, géostratège. Merci d'être là. On va parler tout à l'heure du Hajj. Mais allons tout de suite à l'Institut des relations internationales du Cameroun, que vous connaissez très bien, où s'est tenu cette semaine un symposium sur l'insurrection islamiste, sur la lutte contre le terrorisme. Et au-dessus des échanges qui ont été assez édifiants, nous avons rencontré Sedi Kaba. Il est journaliste ancien, rédacteur en chef de Jeune Afrique. Il a écrit beaucoup de livres sur Boko Haram. Il nous retrace les origines d'un phénomène qui n'est pas accepté aujourd'hui, un phénomène que nous combattons tous. Il faut convoquer l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé. Toute cette région était une même entité avant la colonisation. Ce qu'on appelait l'empire du Kanem-Borno, aujourd'hui s'étale à cheval entre les 4 pays du bassin du lac Tchad. Et à partir du moment où cette affaire de Boko Haram s'est incrustée dans l'état du Borno, a touché Maïdougouri, a touché Damasak, a touché Bangui, donc il était presque quasiment certain que cette affaire allait franchir la frontière du Cameroun, allait franchir la frontière du Niger, allait franchir la frontière du Tchad. Parce qu'il y a une imbrication. Vous savez, pendant très longtemps, les services de l'immigration au Nigeria ne pouvaient pas distinguer un Cameroun du Cameroun d'un Cameroun du Nigeria. La seule chose qu'ils avaient trouvé à faire, c'est de regarder le bras
Et s'ils voient qu'il y a les traces de vaccination, ils se disent que ce Kanuri est certainement du Cameroun, il n'est pas du Nigeria. Il est certainement du Niger, il n'est pas du Nigeria. Si vous prenez la dimension économique, moi je suis du Niger, du sud-est du Niger. 80% de l'activité monétaire est faite en Naira, et non en francs CFA. Par la suite, des facteurs internes à nos différents pays, notamment les questions d'emploi des jeunes. Beaucoup de jeunes, c'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant à savoir. Lorsque les premiers enfants de DIFA sont allés rejoindre les rangs de Boko Haram, ils sont revenus presque en permission, entre guillemets. Et quand ils sont revenus, ils ont ramené avec eux le moto que Boko Haram leur a donné, l'argent de poche qu'ils ont eu à Boko Haram, et ils ont parlé aussi des épouses que Boko Haram leur a donné. Beaucoup de jeunes se sont dit, ah, cette affaire elle est aussi intéressante, et ils se sont embarqués. Ils n'avaient ni conviction religieuse, ni conviction idéologique. Mais le fait qu'ils aient été démotivés. Donc c'est comme ça que ce phénomène a commencé dans nos pays, avant aujourd'hui de prendre la dimension que l'on sait, puisque, comme vous savez, chaque situation de guerre crée une économie de la guerre, avec ses acteurs, avec ses intermédiaires, qui ne veulent pas que ça prenne fin. Mais je crois que le mérite de nos pays, c'est aussi d'avoir compris que, puisque la menace, l'insécurité est devenue régionale, il faut construire une réponse régionale. Et de ce point de vue, on peut saluer leur initiative de se doter d'une force conjointe qu'on appelle la force multinationale, dont le quartier général se trouve à N'Djamena au Tchad. Le prix du Hajj, initialement fixé à 3 294 000, a été revu à la baisse. Le chef de l'État a décidé d'accorder une subvention d'1 milliard de francs CFA à la Commission nationale du Hajj, présidée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Conséquence, les pèlerins à la Mecque vont débourser cette année chacun 2 924 000 pour le Hajj 2022. Je suppose, Emmanuel, que cela a donné du sourire à ceux qui étaient en détresse. Hein. Oui, il faut dire que c'est un pilier important pour la foi musulmane. Et il y a des gens qui passent pratiquement toute leur vie pour atteindre cet objectif. Voilà, ils cotisent de leur argent. Et le moment venu, ils se sont fixés un cap avant. Subitement, ils voient le prix grimper. Alors, ça crée quand même un certain déséquilibre pour celui qui a la foi, qui veut vraiment remplir, n'est-ce pas, son devoir religieux. Mais il y avait une explication à cette augmentation de prix. L'Arabie Saoudite a expliqué que du fait du Covid, il y a eu des frais additionnels. Effectivement. Est-ce qu'on n'a pas prévu ça, puisque ça fait 2 ans que le Covid existe, et donc les encadreurs et autres, ils n'ont pas pensé à ça? Je suis seulement en train d'expliquer la situation du musulman lambda qui se retrouve dans le pays et qui veut vraiment accomplir son hajj. Et ça ne veut pas dire que ça l'exonère du fait qu'il doit avoir l'obligation pour prendre des dispositions pour pouvoir accomplir son hajj. Je crois que le chef de l'État a agi ici comme il le fait pour toutes les autres communautés. D'ailleurs, je crois qu'il y a de cela 2 ou 3 mois, l'église EEC a reçu une dotation de près de 400 millions de francs CFA, autorisée par le chef de l'État. Il y a beaucoup d'autres financements qui sont en direction de d'autres communautés religieuses dans la construction de leurs projets hospitaliers, sociaux, ainsi de suite, accordés par le chef de l'État, mais qui ne font pas trop de bruit. La question n'est pas là. La question est que le chef de l'État a fait un geste que nous apprécions vraiment, et voilà pourquoi nous recommandons vraiment à tous les pèlerins qui iront là-bas de faire des invocations pour le chef de l'État, parce que il est un homme de grand cœur. Et cela a suscité, vous serez très étonnés, un certain courroux dans notre propre maison, avec des gens qui ont dit: pourquoi les musulmans eux-mêmes ne peuvent pas gérer cette affaire? Alors, ça fait beaucoup de débats. Il y en a qui estiment que nous ne sommes pas suffisamment outillés ou alors solidaires pour gérer. Il y en a qui estiment que c'est d'abord une affaire de musulmans, donc de foi. On ne peut pas donner ça facilement à un non-musulman.
pour mieux comprendre. Et ça a toujours été comme ça, la Commission nationale du Hajj, c'est au ministère de l'administration territoriale. Pourquoi subitement? Parce qu'il y a 1 milliard. Non, pensez qu'il faut changer d'avis? Non, c'est pas le milliard qui pose problème. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le montant. Comme l'année passée, vous l'avez si bien dit, le montant... L'année passée, le président avait déjà donné 1 milliard aussi. Bien sûr. Voilà. Nous étions... Personnellement, j'étais à cette rencontre avec le ministre de l'administration territoriale. J'étais encore le coordinateur national de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun à cette époque-là. Et j'ai assisté à toutes les étapes de la négociation, des discussions et à la lettre de remerciement qui avait été adressée au chef de l'État après ce don. Mais ça pose quand même une question de foi. Et il me semble que la communauté musulmane devrait prendre ses responsabilités, mieux s'organiser pour pouvoir essayer de faire face, n'est-ce pas, à ce challenge-là. Mais nous acceptons vraiment avec bon cœur le geste du chef de l'État qui agit vraiment comme un père. Amant parfait, vous comprenez ça de cette manière-là? C'est ce voyage religieux, mais quand même en relation à 2 pays, le Cameroun et l'Arabie Saoudite, et il faut faire attention. Effectivement, déjà que les 2 pays sont membres de l'OCI, Organisation de la Conférence Islamique, qui est la 2e plus grande organisation quand même dans le monde. Mais bien entendu, comme il a précisé, c'est le 5e pilier de l'islam qui est très très important, à côté des autres 4 piliers, l'aumône, les 5 prières de la journée, l'attestation de foi, la profession de foi et le jeûne du mois de Ramadan. Alors, il est bien dit que chaque musulman devrait observer, exercer ce pilier-là, dans la limite de ses moyens financiers et de sa santé. Il faut avoir les moyens, il faut être physiquement à point. Effectivement, l'acte du président de la République qu'il faut exalter ici et admirer, il faut saluer, parce que cela vient également consacrer la laïcité de l'État du Cameroun. Le président de la République confirme une fois de plus, comme dans je crois que c'est 4 paragraphes au niveau de la Constitution camerounaise, celle de 96, dans le préambule 11, qui consacre une fois de plus la laïcité de l'État. L'acte du président de la République vient une fois de plus, comme souvent dans les célébrations et les services œcuméniques interreligieux, à chaque fois, que ce soit au niveau avec les protestants, les orthodoxes, les catholiques, à chaque fois le président de la République apporte un appui substantiel et important pour rétablir également on a quand même entendu des voix s'élever pour dire que le problème ne venait pas de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas parce qu'on a augmenté les frais là-bas, le problème venait du Cameroun, parce qu'on voulait limiter le nombre de pèlerins. Ça a été entendu. Vous l'avez déjà dit ici, hein, c'est vrai, il faut reconnaître dans la correspondance même du ministre d'État secrétaire général de la présidence, il est dit pour la participation du plus grand nombre. Alors, donc cela est contraire à ces allégations-là. Le président de la République agit pour que le plus grand nombre de musulmans puissent participer et exercer ce 5e pilier de l'islam. Et normalement, la continuité devrait se faire, comme vous l'avez dit. Ça a toujours été le ministère de l'administration territoriale qui a coordonné, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même un volet diplomatique entre les 2 États. Et nous connaissons également... l'argent c'est le fonds public, non? Effectivement. Voilà. Donc on ne peut pas donner ça facilement Effectivement. À part l'insécurité sanitaire que nous vivons depuis 2 ans, mais également il y a quand même une crise économique mondiale qui est observée dans toute la planète. Donc le président de la République a agi très très urgemment. Vous vous souvenez que la correspondance du président de la SIC, je pense, ça a été moins de 48 heures, la réaction du président de la République. Cela permet également de rétablir les équilibres dans une nation comme le Cameroun, entre ces religions-là et entre les Camerounais. Mais est-ce que le moment n'est pas venu quand même de penser très sincèrement le mode de financement de ce voyage religieux? Nous sommes dans un état laïque. Et Ismaël disait bien que on donne aussi aux autres, mais avec moins de bruit. Oui. Mais chaque fois que ça commence à faire du bruit... Moi, je pense que
le président soulage certainement le pèlerin de cette année avec... si ça revient l'année prochaine, il va faire la même chose. Avec avec une réduction de 300 000 sur leur charge. Mais moi j'ai senti davantage comme un déficit de confiance. Ce n'est pas parce que les gens estiment que le prix est élevé. C'est parce qu'ils estiment que ce n'est pas le juste prix. Je crois que c'est différent. Hein. C'est-à-dire qu'ils estiment que eux-mêmes auraient mieux négocié ce prix. Ils ne sont pas en train de dire que le contexte n'est pas tel que le prix ne devait pas augmenter, mais ils pensent que s'ils avaient négocié le prix aurait été moins élevé. Donc ils ont le sentiment de ne pas payer le juste prix. C'est pourquoi ils réclament l'organisation, tout au moins d'être associé à un stade beaucoup plus poussé dans l'organisation. L'État peut continuer à gérer les problèmes diplomatiques sans forcément négocier les aspects financiers. Pourquoi faire comme si les aspects financiers et diplomatiques étaient liés? Donc si l'État confie les aspects financiers à une organisation, il ne peut pas gérer les aspects diplomatiques. Question. Donc, s'ils ont le sentiment qu'ils payent le juste prix, je pense qu'ils ne vont pas... Voilà. Et donc, c'est aux organisateurs, à la commission, de jouer carte blanche, de ne pas sortir des budgets en grand bloc, sortir le détail à la plus simple expression, pour convaincre les autres de ce qu'il a négocié au mieux le coût du hatch. Il faut déjà penser au mode de financement du Hajj. Le mode de financement lui-même est déjà pensé, c'est vrai. Il est pensé déjà. Je crois que nous sommes dans la perspective du financement public des associations privées. Et comme les précédents intervenants ont si bien dit, les 5 piliers de l'islam que nous connaissons tous, la profession de foi, la prière, l'aumône, la zakat, avec le jeûne du Ramadan et puis le pèlerinage à la Mecque, permettent aux musulmans de s'accomplir dans sa perspective religieuse. Et le chef de l'État en réalité vient ici pour apaiser, parce que nous avons suivi à un certain moment dans l'actualité les dignitaires musulmans qui s'étaient totalement indignés contre le montant élevé que leur proposait l'administration. Alors quand le chef de l'État prend une mesure comme la dotation d'1 milliard, c'est parce que soucieux de ce que le musulman puisse accomplir dans sa foi, il veut bien que les uns et les autres puissent participer au pèlerinage à la Mecque. Donc c'est vraiment, je pense qu'il sera difficile dans les années à venir que ce mécanisme d'intervention du chef de l'État s'arrête. Parce que en bon père de famille, il faut que chacun dans sa chapelle religieuse puisse librement exercer sa foi. Ismaël, est-ce que, je pose aussi la question à Armand Parfait, est-ce qu'il n'y a pas trop de monde autour de l'organisation du Hajj? Parce que c'est pas ça qui fait problème. Parce que quand Aboudou dit que les prix, les montants étaient présentés en bloc, aujourd'hui nous avons chacun la possibilité de contrôler. Vous entrez sur le net, vous avez toutes les informations. Peut-être que c'est le problème, mais il y a trop de monde autour de l'organisation du Hajj aussi. Alors, à ce niveau, je pense que la sortie du ministre de l'administration territoriale a quand même aussi été clair. Le ministère est revenu sur le coup, sur les différentes obligations et les différentes activités. Il faudrait également que les musulmans camerounais fassent d'un verre plein, pas d'un verre à moitié plein. Lorsque vous lisez la correspondance du président de la CIC quand même, mais nous sommes revenus là tout simplement à citer les prix du Tchad, les prix, je crois, soit au Congo, au Niger et autres. Mais ces pays n'ont pas la même situation, même au niveau géographique avec le Cameroun. La question que vous posez, peut-être qu'il faut, il faut revoir le processus d'engagement, de négociation et d'encadrement et des intervenants même. À ce niveau, peut-être que le ministère de l'administration territoriale l'a compris, mais nous devons savoir qu'il y a une mission de responsabilité de l'État face à ces citoyens. L'État devrait tout faire pour mettre ces citoyens
en sécurité, à l'aise. Vous vous souvenez que il y a de cela quelques années, il y a eu des bousculades, il y a eu des problèmes. Je pense que l'État a même fait plus que il a pu faire cette année ou bien l'année dernière, puisqu'il fallait s'occuper, il y avait des soins médicaux, il y avait l'encadrement psychologique même, et à un moment donné, il fallait ramener également les Camerounais au Cameroun. Donc l'État ne voudrait pas également lâcher du lest face à ses responsabilités devant ses citoyens. Oui, je crois que il a si bien dit que les prix tout à côté de nous au Niger, c'est à plus de 3 200 000 et poussières. Au Burkina, 3 400 000. Au Bénin, 3 900 000. Au Sénégal, c'est pratiquement 4 millions. Je crois que la tendance est à la hausse. Mais je suis d'accord avec mon voisin d'en face pour dire que les musulmans se sentent, ne sont pas vraiment, se sentent, ils ont un sentiment de la non-participation aux négociations. C'est-à-dire, il faut qu'il soit associé à la gestion. Il faut qu'il soit associé à la gestion. Parce que la question de financement d'argent est quand même un problème. Parce que si vous comptez, vous comptabilisez 4200 pèlerins qui vont débourser environ 3 millions, où est-ce que ça fait en une année? Ce sont des milliards, c'est de gros sous. Donc, le fait que cela reste entre les mains d'une administration. Je ne sais pas si le pèlerinage des catholiques en Israël est aussi encadré par le MINAC, je ne sais pas. Bon, je vais peut-être me renseigner, mais je n'ai pas encore entendu grand bruit là-dessus. Je crois que les gens s'organisent très bien. Peut-être que c'est bien organisé. Bon, alors, peut-être que c'est mal organisé, mais je crois que... Je ne le dis pas, mais je dis peut-être que c'est bien organisé. Je n'entends pas de bruit là. Je crois qu'il y a une masse critique, pour être plus sérieux, de musulmans qui s'intéressent à leur religion, parce que, vous savez, la religion permet de stabiliser les communautés et participe au bien-être des populations. Je crois que c'est très important. Mais il faudrait, le challenge est à l'intérieur de la communauté musulmane. À défaut d'avoir une organisation sérieuse de musulmans qui désormais peuvent imposer un veto au gouvernement pour dire que non, on va raison, si vous ne voulez pas qu'on pardonne pas. Et donc une communauté musulmane forte, bien organisée, structurée, qui décide, par des moyens privés, de partir au Hajj en demandant les visas librement à l'ambassade, parce qu'il y a une représentation diplomatique au Cameroun. S'ils sont bien organisés, s'ils mobilisent des fonds, s'ils sensibilisent autour d'eux les membres de leur communauté, ils peuvent y arriver pour enlever ces soupçons de détournement. Chaque année, on a l'impression qu'il y a des gens qui tapent dans l'ombre, tirent les ficelles, quand des pauvres, parce que vous voyez des vieux qui accumulent 500 francs pendant 12 ans, 15 ans, pour atteindre le montant de 2-3 millions. Vraiment, ça fait mal qu'on imagine un seul instant que quelqu'un puisse utiliser ne serait-ce que 1000 francs. On espère que ça se passera bien, mesdames, messieurs. Nous arrivons au terme de ce programme. Scène de presse qui a eu ce soir à vous parler de la notion d'utilité publique, son étendue, ses limites aussi. On a eu le plaisir d'avoir autour de cette table le directeur des domaines qui nous a accompagnés. Et en deuxième tableau, nous avons parlé du Hajj et vivement que ça se passe bien, que ceux qui doivent aller à la Mecque prient pour le Cameroun, la paix au Cameroun. Merci à tous. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite des programmes sur la CR TV et à dimanche prochain. C'est plaît à Dieu.